Bonjour à toutes et à tous, expression que j'emploie ici pour la première fois, mais que j'ai toujours un peu trouvé bizarre parce que c'est quoi l'alternative? Bonjour à 70% des filles et à 40% des garçons? Non, je ne crois pas. Mais en effet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Collapse ou pas Collapse, après les trois premiers épisodes sur la démographie, les inégalités en France et le risque d'implosion sociale, et puis la soutenabilité du système agroalimentaire. Dans cet épisode, on va parler d'énergie, en l'occurrence d'énergie renouvelable, les ENR à la rescousse de l'humanité, point d'interrogation. Je reproduis ici une conférence que j'ai récemment donnée auprès d'une entreprise qui a été assez appréciée, et donc je ne fais que la refaire ici, source scientifique à l'appui bien sûr, que je ne vais faire qu'essentiellement que assembler et commenter. Épisode peut-être un peu plus long que les précédents. N'hésitez pas à accélérer fois 1,5, ça devrait rester compréhensible. Il y a aussi une chronologie en bas qui vous permettra peut-être d'aller directement vers les parties qui vous intéressent. Ce sera divisé en trois parties, dont les deux premières assez courtes. D'abord les causes du changement climatique, puis les conséquences du changement climatique, et enfin la partie pour laquelle on est là, l'atténuation du changement climatique avec un zoom sur la transformation du système énergétique. Allez, c'est parti. Alors, on dit parfois, on entend notamment de la part des sceptiques, oui, le climat ne s'est réchauffé que de 1 degré en 150 ans. Bon, déjà, c'est pas 1 degré, maintenant c'est 1,2, 1,3 et ça augmente assez vite. Que 1 degré, c'est déjà pas mal. Et puis, enfin, on le dit moins, on leur objecte moins ça, mais certes, c'est vrai, c'est en 150 ans, mais l'essentiel de ce réchauffement a surtout eu lieu sur les 50, 60 dernières années, comme on le voit sur cette courbe noire de la hausse observée de température, et donc de l'ordre de plus 1,2 degré depuis 70 ans et de plus 1 degré depuis 50 ans. Les choses s'accélèrent, on est là sur un rythme peut-être de 0,3 degrés par décennie, c'est assez rapide, c'est énorme, on en voit déjà pas mal de conséquences, ce qui laisse libre cours à l'imagination sur ce que pourrait être ne serait-ce un monde à plus de degrés si l'on extrapole un petit peu, ou si tout simplement on lit les rapports sur ce qu'ils prévoient. Pourquoi on voit cette courbe noire? Eh bien, c'est une combinaison de la courbe rouge et de la courbe bleue. Euh, la courbe rouge, donc les émissions de gaz à effet de serre, principalement CO2, qui a l'effet réchauffant le plus fort, mais aussi le méthane, qui a un effet loin d'être négligeable, on y reviendra, et un degré moindre le protoxyde d'azote, qui a un effet plus fort par tonne émise, mais globalement sur sa part dans le réchauffement observé, c'est bien moindre que le CO2 et le méthane. Cela se combine à nos émissions d'aérosols, on en parle moins, mais c'est assez majeur comme phénomène. Donc les aérosols sont des particules, ce ne sont pas des gaz, ce sont des particules en suspension dans l'air, dont l'origine est également la combustion d'énergie fossile, qui ont pour propriété, enfin les aérosols, qui ont pour propriété de réfléchir le rayonnement solaire et de le renvoyer vers l'espace, et qui exerce ainsi un effet refroidissant qui est potentiellement loin d'être négligeable. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de leur effet réel, comme on le voit sur l'épaisseur de l'air bleu. Donc leur effet refroidissant pourrait être de quelque part entre très faible et jusqu'à moins 1 degré, ce qui veut dire qu'en leur absence, on pourrait déjà avoir dépassé les plus de degrés de réchauffement. C'est dire à quel point on a complètement chamboulé la composition chimique de l'atmosphère en réchauffant et en refroidissant la température. Alors les climatologues ne sont pas idiots, ils savent aussi qu'à travers l'histoire du climat, c'était surtout les causes naturelles et non humaines qui ont influé. Effectivement, ils ne sont pas bêtes, ça a été étudié pour le réchauffement qu'on observe ici. Les causes potentielles comme par exemple évidemment l'activité solaires ont été étudiés et on en conclut que l'effet est relativement négligeable comme on le voit sur la courbe verte. Tout cela nous amène à essayer de conduire une manœuvre assez délicate dans les décennies qui viennent et même dans les années qui viennent. Les émissions d'aérosols sont amenées à diminuer, notamment du fait des normes anti-pollution, ce qui va avoir un effet réchauffant, et ce assez vite, puisque les aérosols ont aussi pour propriété de retomber au sol assez vite une fois émis. Il ne reste dans l'air, pour ne pas dire de bêtises, je pense quelques mois ou tout au plus 1 ou 2 années, à vérifier. Hein, pardon. Bon. Donc cela va avoir un effet réchauffant qu'il faut
combinée absolument à court terme avec une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il faut de toute façon le faire, mais l'impact ne sera pas tout aussi immédiat. Clairement, pour le CO2, il sera même à long terme, puisque le CO2 reste assez longtemps dans l'atmosphère. Mais pour le méthane, qui reste en moyenne de l'ordre, si j'ai bien compris, 10-12 ans dans l'atmosphère, l'effet sera, les bénéfices de notre baisse des émissions de méthane surviendront relativement, enfin, plus tôt, hein, beaucoup plus tôt que le CO2 en tout cas, et compenseraient la baisse des aérosols. Et cela est possible notamment à travers le Methane Pledge, où un certain nombre de nations se sont engagées à notamment à baisser leurs émissions de méthane, et notamment avec les imageries satellitaires dont nous disposons depuis quelques années avec cette technologie-là, nous pouvons bien mieux détecter les sources d'émissions de méthane, notamment les fuites de méthane à travers les pipelines de gaz et de pétrole, et ainsi pouvoir les reboucher assez vite, puisqu'une source très importante d'émissions de méthane sont ces pipelines. Voilà donc pour la manœuvre à accomplir si on veut éviter que les choses ne s'aggravent trop. Car quelles sont les conséquences de cette aggravation du dérèglement climatique? Alors, tout d'abord, là aussi, les chercheurs ne sont pas des imbéciles. Ils sont au courant que les canicules, les inondations, les sécheresses, les feux de forêt ou encore les tempêtes, ça a toujours existé. Merci aux climato-sceptiques de nous le rappeler. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas que ça ait toujours existé ou pas, c'est que leur fréquence, leur intensité et leur durée est en train d'augmenter, et ce de manière mesurable, du fait du changement climatique. D'ailleurs, le reste des conséquences que je vais lister ici ne sont pas que des prévisions, ce sont des observations de ce qu'on constate déjà. La prévision étant, et elle est relativement robuste, on peut du moins le penser, la prévision étant que tout cela va plus ou moins s'accentuer selon le succès qu'on aura à limiter le changement climatique. Autre conséquence, l'aggravation du dérèglement des cycles de l'eau qui sont déjà perturbés par des activités humaines comme la déforestation, l'agriculture ou l'urbanisation, et ces dérèglements que le changement climatique vient accentuer. On le voit là depuis quelques années aussi avec les sécheresses et nos problèmes d'eau que nous avons. Nous aurions eu de toute façon des problèmes d'eau en raison des autres activités humaines, autres que la combustion d'énergie fossile, qui font que la ressource en eau notamment est surexploitée. Donc sans le changement climatique, peut-être qu'on aurait laissé mourir nos ressources en eau plus à petit feu, et le changement climatique vient accélérer cela. Est-ce que d'ailleurs c'est pas un peu une bonne nouvelle? Au moins on en prend conscience, sinon on aurait sans cesse, année après année, déplacé notre point de référence, on aurait dit tout ça n'est pas grave. Au moins le changement climatique vient peut-être nous mettre nous sonner les cloches. Donc ça accélère tout ça, avec par exemple la fonte des glaciers de montagne. Donc ça, ce sont nos châteaux d'eau, nos stocks d'eau qui, grâce à la fonte, nous fournissent de l'eau, enfin nous stockent de l'eau en hiver, et grâce à la fonte, nous fournissent de l'eau au printemps et en été. Le changement climatique vient aussi accélérer le franchissement de la limite planétaire qu'est l'eau verte. Vous vous en rappelez peut-être, ces fameuses 9 limites planétaires qui sont franchies une à une. En fait, la limite de l'eau verte a probablement été franchie il y a assez... enfin, c'est sûr, elle a été franchie il y a plus d'une année. L'estimation comme quoi elle a été franchie a été réalisée il y a une année, mais elle a été franchie avant cela. C'est quoi ce cycle de l'eau verte? C'est le cycle de précipitation, infiltration dans le sol, absorption par la végétation, puis évapotranspiration qui renvoie l'eau dans l'atmosphère et crée de la pluie. Hein, donc c'est ça le cycle. Que ce soit le cycle de l'eau verte ou de l'eau bleue, le changement climatique vient accentuer ces dérèglements-là. L'usure du bâti. On a souvent cité le PDG d'AXA, il me semble, Henri de Castries, qui vers 2015 a dit cette fameuse phrase « Un monde à plus 4 degrés ne serait plus assurable ». Oui, depuis on se demande si un monde à plus de degrés le serait encore. Ce qui est certain, c'est que déjà à plus 1,2 degrés, par exemple certains territoires en Floride ou en Allemagne ou dans la vallée de la Roya ne sont plus assurés, les assureurs fuient. Donc on peut estimer que déjà à plus de degrés, cela va encore plus s'accentuer. Beaucoup d'actifs immobiliers notamment ou d'infrastructures ne seraient plus assurés. Beaucoup de phénomènes viennent concourir à l'usure, voire la destruction du bâti. Ici, j'ai simplement listé le fameux retrait-gonflement des sols argileux. Allez voir sur le site du CEREMA ce qu'ils en disent. Par exemple, 10 millions de maisons individuelles
en France estimés comme étant très exposés. Donc concrètement, on voit des fissures au mur et ça pose des risques d'écroulement. Et donc ça, c'est juste les maisons individuelles, c'est pas les cantines ou autres immeubles ou que sais-je. La submersion des territoires deltaïques, le delta du Gange, du Mekong au Vietnam, donc le Gange au Bangladesh, le Nil en Égypte, le Niger entre autres au Nigeria, le Yangtze en Chine. Rien que là, ce sont des centaines de millions d'habitants, ce sont des régions assez habitées et également assez stratégiques sur le plan agricole. Et au-delà de juste les zones deltaïques, il y a aussi de nombreuses villes, de nombreuses métropoles situées en bord de mer, Shanghai, New York, Londres, qui avec l'élévation du niveau de la mer, donc peut-être de l'ordre de 1 demi-mètre, 1 mètre, voire peut-être dans des scénarios extrêmes jusqu'à 2 mètres d'ici la fin de ce siècle, plusieurs mètres c'est sûr, d'ici 2200, avec une inertie qui fait que de toute façon la montée des eaux est engagée sur quelques mètres sur les siècles à venir. Donc tout cela, les villes, ça ne se déplace pas comme ça d'un coup de baguette magique. Normalement, si elles sont là, c'est pour rester pour des siècles, voire des millénaires. Or, il se peut que ce ne soit pas forcément éternellement possible. Expansion des zones de maladies, la dengue, le chikungunya, la maladie de Lyme et autres réjouissances. Le dépérissement des arbres que l'on observe déjà sous la pression des sécheresses, des ravageurs, des parasites. Autre impact sur la biodiversité, hormis les forêts, c'est déjà pas mal, mais le blanchissement des coraux, entre autres stress sur la biodiversité terrestre et marine. Donc sur les coraux, en gros, la moitié sont partis, on les a perdus, irréversiblement à notre échelle, à l'échelle de l'humanité. Donc la moitié sont partis. Il est estimé par la communauté scientifique qu'à plus 1,5 degré, nous en perdions 70 à 90%, et à plus de degrés, 99%, autant dire la totalité. Les conséquences de cela, elles sont difficiles à concevoir. On peut en effet se dire que pour les plongeurs, ça va être moins sympa de plonger, d'aller admirer les récifs coralliens. De manière plus embêtante, ça va exercer un stress croissant sur la pêche, puisque les coraux sont un abri pour 25% de la biodiversité marine, dont les poissons. Et donc leur mort, c'est forcément moins de poissons, ou alors du moins ils vont devoir migrer ailleurs et peut-être moins en abondance. Ce qui est sûr, c'est qu'on perd en complexité de la biodiversité marine. Et ça, les conséquences entières sont impossibles à concevoir entièrement. On est là en train de dérégler un organe vital et même des organes vitaux de la planète, forêt, coraux, il y en aura d'autres, on va y venir. Et donc impossible de prévoir à l'avance toutes les conséquences bio-géochimiques d'un système aussi complexe. On peut cependant se dire qu'en perdant des organes vitaux aussi rapidement, ça n'augure rien de bon. Ça m'amène au point suivant. Chaque dixième de degré que l'on gagne, chaque dixième de degré d'augmentation de la température moyenne sur Terre, augmente le risque de fragilité et de bascule d'organes vitaux de la planète comme les océans, les forêts, les glaces polaires, et ainsi de bascule de la Terre dans un état, on va dire ça gentiment, beaucoup moins hospitalier. Je vous invite à cet effet à aller regarder l'interview de Heidi Sevestre, glaciologue, qui est récemment intervenue sur l'excellente chaîne Green Letter Club. Allez la voir, elle parle de l'Arctique, de l'Antarctique, du permafrost, des glaciers de montagne et en gros d'effondrement de la biosphère que les chercheurs, que les glaciologues observent de leurs yeux. Ils sont pour le moins inquiets. Madame Sevestre emploie même le terme flippant dans son interview. Et enfin, ce que le GIEC appelle des risques complexes, composites et en cascade, ça laisse libre cours à l'imagination et c'est là qu'il est impossible de prévoir toutes les conséquences du changement climatique. Déjà, tout ce que j'ai listé auparavant, c'est impossible de le prévoir entièrement. Il y a une marge d'incertitude sur l'ampleur de ces dérèglements. Déjà, on ne sait pas exactement, par exemple, ne serait-ce à plus de degrés, quelle sera l'ampleur de toutes ces perturbations. Les risques complexes, composites et en cascade, c'est une logique peut-être un peu collapso, mais qui se tient. C'est le fait qu'une composante du système qui s'écroule, eh bien, ça entraîne des effets en cascade sur d'autres composantes du système. On va donner un exemple. Les canicules du printemps dernier, en 2022, en Inde et au Pakistan, qui ont fait que les gens allument la clim à fond, ce qui met sous tension le réseau électrique.
ce qui entraîne des blackouts, ce qui entraîne des perturbations du reste du système économique, y compris de la distribution alimentaire. Alors, c'est pas aller jusqu'à des famines, mais j'ai juste donné un exemple de conséquences en cascade. On pourrait en imaginer bien d'autres. Encore la poursuite de quelques réjouissances. À nouveau, c'est pas pour faire peur, c'est pour juste dire ce qui est, quoi. C'est comme ça. La courbe verte en pointillé, c'est l'effort qu'il aurait été nécessaire de réaliser pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré si on s'y était pris dès 1990. Okay, et ça, ce sont les émissions de carbone, hein, pas de tous les gaz à effet de serre, juste le carbone. La courbe rouge, c'est l'effort qui doit être fait maintenant. Hein, en 2022, nous disposons donc de beaucoup moins de temps pour réaliser un effort beaucoup plus conséquent. Ce qui est important, c'est la surface en dessous des courbes, puisqu'on a un problème de stock, donc le CO2 qui est émis dans l'atmosphère, il reste longtemps, et donc il y a un budget carbone à respecter sur ce siècle-ci que nous avons donc bien entamé dans les 30 ans qui viennent de passer. Que dire d'autre, si ce n'est que les raisons de ça, elles sont plutôt simples. Hein, enfin, simples, non, elles sont complexes, mais dans les très grandes lignes, c'est parce que les pays développés ont trop peu réduit leurs émissions de CO2, voire presque pas réduit leurs émissions de CO2, et que les pays en voie de développement, ou on va dire émergents, Chine, Inde, Brésil et autres, eh bien, se sont développés en ayant recours assez massivement à la combustion d'énergie fossile. C'est pas pour jeter la pierre, ils ont fait comme nous, il n'y a pas de problème, ce sont juste des constats. Si c'est l'objectif plus de degrés qui nous intéresse, en effet, la pente sera moins vertigineuse. C'est pas vers 2040-2050 que la courbe rouge doit atteindre le net zéro, mais vers, on va dire, 2070, il me semble. Bon, bref, c'est un peu moins pentu, mais de toute façon, on n'est pas parti pour la respecter. Et de toute façon, ce que j'évoquais il y a un instant, les risques de point de bascule, ils sont déjà élevés maintenant, en fait. Ils sont d'autant plus élevés à plus 1,5 degré. Pour revenir à l'intervention de Heidi Sevestre, et il y a Johan Rockström aussi du Stockholm Resilience Center qui dit la même chose. Bref, ce que disent les chercheurs, c'est que la limite à 1,5 degré, c'est pas juste un objectif politique sorti de l'esprit, c'est une limite physique à ne pas franchir. Sinon, on prend de gros risques. Pardon, j'ai l'impression de vous gronder, mais vous n'y êtes pour rien. Mais même en conférence, ça me le fait. Je lève un peu la voix, j'ai l'air de gronder les gens. Non, ce n'est pas de votre faute, c'est par, comment dire, c'est par enthousiasme, par passion et aussi un peu par inquiétude. Alors, question qu'on se pose souvent, qu'on me pose souvent, dites-nous avec votre boule de cristal quand est-ce que nous pourrions atteindre les plus de degrés. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, en revanche, l'état actuel des connaissances scientifiques sur le sujet est qu'on ne sait pas trop, et ce, en raison de deux variables. Une sur laquelle on a un petit peu la main, l'autre sur laquelle on n'a absolument pas la main. Celle sur laquelle on a la main, c'est nos niveaux futurs d'émissions. Même si chaque année qui passe où le monde ne baisse pas ses émissions de gaz à effet de serre, et une année en plus où on réduit notre marge de manœuvre là-dessus. Mais il y a quand même une part de nos niveaux futurs d'émissions. Est-ce qu'on va réussir à maintenir le réchauffement même sous 2 degrés, hein, c'est encore possible, mais bon bref. L'autre variable, elle n'est pas du tout entre nos mains, c'est ce qu'on appelle la sensibilité climatique à l'équilibre, ou alors la sensibilité climatique au CO2 de manière plus vulgarisée, ou de manière encore plus vulgarisée, la réponse du climat à une concentration donnée du CO2 dans l'atmosphère. Hein. Donc, globalement, par exemple, pour un doublement de la concentration atmosphérique de CO2 par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est en général ça la référence qu'on prend, quel sera le niveau de réchauffement une fois le climat atteignant son stade d'équilibre. Donc en gros, la concentration à l'ère pré-industrielle, c'était de l'ordre de 280 parties par million. Si on arrive à 560, on ne sait pas bien exactement si le réchauffement sera de 2,5 degrés ou de 4 degrés, probablement quelque part entre les deux. Maintenant, c'est ça l'intervalle de confiance. Hein, dans le rapport du groupe 1 du GIEC, c'est ça qui a été établi, entre 2,5 et 4 degrés. C'est une plage assez importante, hein, de réponse climatique à un doublement de la concentration atmosphérique. Et donc pour cette raison, pour ces deux incertitudes, on pourrait tout autant dépasser les 2 degrés de réchauffement en, on va dire, environ 2035 ou en 2070. Si ça arrive en 2035, on pourra vraiment sérieusement commencer à s'inquiéter d'un risque d'emballement climatique. Hein, bon. Ce qui semble important à avoir en tête avec cette incertitude-là,
c'est qu'avoir 10-15 ans pour s'adapter à 1 degré de réchauffement supplémentaire, ça n'a à peu près rien à voir avec avoir 50 ans, hein, dans le cas où on atteindrait les plus de degrés vers 2070. Dans tous les cas, il apparaît assez clair dès maintenant, même dans le scénario le plus optimiste imaginable, qu'il va falloir plus ou moins s'adapter. Je dis dès maintenant parce que déjà chaque été, là, il faut de plus en plus s'adapter. Chaque été, chaque hiver aussi, enfin bon, bref. Je pense notamment à la crise de l'eau, mais c'est pas la seule crise climatique. Mais en tout cas, tous les secteurs d'activité, tous les secteurs imaginables, l'agriculture, l'énergie, la sécurité, la défense, les assurances, on en a parlé, tous doivent s'adapter. L'agroalimentaire, bien sûr, les transports, etc. etc. Nos infrastructures sont touchées par le changement climatique, notre agriculture est touchée par le changement climatique, nos approvisionnements en eau, on en parle peut-être un peu moins, mais nos approvisionnements en électricité, hydraulique, peut-être nucléaire, affectés par les sécheresses. L'hydraulique, c'est déjà mesurable, hein, donc l'an dernier, la France a produit de l'ordre de 20-25% d'hydroélectricité en moins. L'Europe, c'est dans les mêmes ordres de grandeur, et donc ça, c'est l'effet de la sécheresse. Bref, tout doit s'adapter déjà maintenant, donc imaginez avec 1 degré de plus, hein. Allez, maintenant, des choses un peu plus réjouissantes, je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de solutions à notre disposition. J'ai pas envie de dire il n'y a plus qu'à, parce que derrière toutes ces solutions, il y a des verrous qui peuvent être d'ordre évidemment technologique, politique, sociaux, réglementaires, etc. Bon, il y a 3 principaux piliers, si je résume ce que dit le rapport du groupe 3 du GIEC, 3 grands piliers, déjà si vous les avez en tête c'est très bien, pour nous sortir de ce guêpier. Le premier pilier, retirer de l'atmosphère le CO2 déjà émis. J'ai l'air de commencer par la fin, mais c'est pour faire la transition pour ce qui va suivre après, parce qu'on va surtout parler de comment on produit de l'énergie plus proprement. Mais d'abord, retirer de l'atmosphère le CO2 déjà émis. Alors, on n'est pas en train de dire ça parce que tout à coup, on a des super technologies qui permettent de le faire. On est en train de dire que c'est devenu nécessaire parce que, en quelque sorte, il est déjà trop tard. On a déjà émis trop de CO2 dans l'atmosphère et on s'est mis dans une situation, notamment il est estimé depuis plus d'une dizaine d'années, on s'est mis dans une situation où on n'a plus d'autre choix que de retirer une partie de ce qui a déjà été émis, surtout que nos émissions à la source sont sur un élan encore assez important. On va continuer d'en émettre et donc il faut tôt ou tard commencer à retirer ce qui a déjà été émis, hein, voilà. Alors, il y a pour cela des solutions naturelles, on dit aussi des solutions fondées sur la nature, ainsi que des solutions industrielles. Les solutions naturelles sont matures, donc ça c'est une première bonne nouvelle, et elles représentent une part potentiellement significative de la solution, puisque leur potentiel de réduction est estimé de l'ordre de 20 à 30%. Bon, ça c'est si on fait absolument tout bien. Donc si on fait quoi tout bien, stopper la déforestation, bon, reforester, là où ça s'y prête, restaurer des écosystèmes, et puis faire évoluer les pratiques agricoles. J'en ai pas mal parlé dans la vidéo collapse ou pas collapse précédente. Je ne vais pas m'étendre trop maintenant sur les techniques d'agriculture de conservation des sols. On parle aussi de biochar, donc l'agriculture de conservation des sols, par exemple. Le non-labour peut en faire partie, c'est pas un dogme, mais ça peut faire partie de la recette. La couverture permanente des sols, la replantation de haies, etc., etc. Tout un tas de techniques. Ça a été étudié par l'INRAE. À nouveau, j'en parle dans mon précédent exposé sur le système agroalimentaire. En tout cas, si on fait tout ça à fond, ça permet de séquestrer une part non négligeable de CO2 dans le sol, entre beaucoup d'autres co-bénéfices que le climat. C'est pas que pour le climat que ça a des bénéfices, mais aussi pour le stockage de l'eau, pour la biodiversité, pour le maintien de bons rendements, pour l'adaptation aussi au changement climatique, pas que pour l'atténuation, mais ces techniques de conservation des sols sont aussi bonnes pour la résilience des sols face aux sécheresses, face aux inondations. Donc en recréant un peu de porosité, on permet à l'eau de mieux s'infiltrer, d'être retenue, d'être relibérée en cas de sécheresse. Bon. Voilà. Il y a aussi des solutions industrielles où le potentiel est assez inconnu et pour le moins incertain. À court terme, c'est sûr, il sera très faible. Le GIEC l'établit, d'ici les années 30, ce sera très faible. Certains chercheurs y croient pour dire que à partir des années 40, ça va commencer à être significatif, à capturer de l'ordre de milliards de tonnes de CO2. Donc ça commence à être intéressant. Bon, avant de rêver de recapturer le CO2 déjà émis dans l'air et qui est extrêmement dilué
avec une concentration de 0,04%. Alors certes, avec nos émissions de CO2, on augmente cette concentration-là et on rend plus facile le fait de la choper. C'est une blague, c'est une blague, peut-être pas drôle et pas compréhensible. En tout cas, le message étant que c'est extrêmement dilué, la concentration est très faible et donc que ça nécessite énormément de ressources, probablement, pour la recapturer. Et avant même de rêver à cela, déjà, je me dis, mais prouvons qu'on est capable, à des grandes échelles, de capturer le CO2 qui sort en sortie de cheminée, par exemple de centrales à charbon ou de sites de fabrication de ciment ou d'acier, ou en sortie de cheminée, c'est beaucoup plus concentré, donc je sais pas, de l'ordre de 10 ou 30%. Bon bref, a priori, c'est physiquement plus facile et économiquement moins coûteux de le capturer en sortie de cheminée. Eh bien, où est-ce que ça en est, cette industrie-là, donc dite de la CCUS, Carbon Capture, Use and Storage? Eh bien, ça en est à pas grand-chose, voire à nulle part. Ça fait 20 ans qu'on en parle, qu'on met quand même des milliards dedans, que un projet sur deux, voire deux projets sur trois qui sont lancés finissent par échouer. Résultat des courses, il y a à peine une trentaine, peut-être même, je pense une vingtaine de sites de capture dans le monde qui au total capturent de l'ordre de 40 millions de tonnes de CO2. Alors des millions c'est beaucoup, mais en fait non, c'est pas beaucoup du tout. Ça fait 1 millième des émissions mondiales de CO2, autant dire presque rien. Alors il y a une petite accélération dans les investissements dans la CCUS, mais voilà, enfin, là on voit bien que ça va prendre au mieux ça va prendre du temps pour commencer à arriver à des ordres de grandeur intéressants. Et là on parle de capturer à nouveau de sources, enfin un CO2 qui est concentré dans l'air. Pour le CO2 dilué, donc déjà émis dans l'atmosphère, on imagine tout un tas de techniques, BECS, DAC, Enhanced Weathering, donc le EW. Je vous laisse faire vos recherches, mais globalement, le problème, c'est que il se peut qu'il y ait des grosses contraintes de ressources. Alors déjà, c'est pas forcément mûr dans le cas de la DAC et de l'altération forcée, Enhanced Weathering. Le Enhanced Weathering est à peine au stade expérimental, la DAC au stade de prototypage. Tout ça va nécessiter de monter des grosses industries consommatrices d'énergie. Enfin, il faut aussi s'imaginer recapturer ce qu'on a retiré du sol et brûlé et de recapturer, forcément, ça va nécessiter de mettre en œuvre une certaine industrie. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est quelque chose qui nécessite de l'énergie. BECS, c'est une autre problématique. C'est Bioenergy with Carbon Capture and Storage. En quelques mots, en quoi ça consiste? C'est une sorte, il faut le voir comme une sorte de comeback des biocarburants, mais avec une promesse de séquestration de CO2. Donc on cultive de vastes champs pour produire des plantes qui vont à leur tour produire de l'énergie, sauf qu'au moment de la conversion de la biomasse en énergie, on capture le CO2, on l'enfouit dans le sol et on prie pour qu'il ne s'échappe pas. Alors déjà, tout ce que je viens de dire, ça pose potentiellement tout un tas de verrous, de freins, mais aussi, beaucoup de chercheurs ont estimé depuis 10 ans que ce procédé serait tellement consommateur de terres arables que pour atteindre des quantités intéressantes de CO2 capturé, il faudrait occuper de telles quantités de terres arables que c'est rédhibitoire. Ça rentre clairement en conflit avec la préservation de la biodiversité, avec la sécurité alimentaire. Et le potentiel donc de cette BECS est revu progressivement à la baisse. Donc à nouveau, peut-être ne pas trop compter dessus. Le EW, l'altération forcée, je me dis pourquoi pas, enfin on en est loin, mais ça va consister à broyer des roches de basalte ou de silicate, voilà, broyer en poudre, les disperser soit dans le sol, soit dans les océans, et provoquer une accélération de la réaction chimique de cette espèce de poudre avec le CO2. C'est un processus qui existe déjà dans la nature, mais à l'échelle de millions d'années. Ça existe déjà. Là, on parle de l'accélérer. À nouveau, il faut monter toute une industrie de broyage, de ces roches, etc. Ça va nécessiter de l'énergie. Pourquoi pas, à voir. Mais à nouveau, là, on en est à peu près, même pas au stade expérimental, à ma connaissance. Bon allez, on avance. Jouer sur la demande. Et là, c'est écrit texto dans le rapport du GIEC, le potentiel de réduction est de 40 à 70%. Donc, diminuer notre demande en énergie. On parle beaucoup de sobriété, oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'efficacité énergétique, il y a le déploiement de nouvelles infrastructures, l'adoption de technologies par les usagers, de technologies moins consommatrices d'énergie. Donc tout ça, c'est des leviers. La sobriété, les changements de comportement en font tout à fait partie, notamment en ce qui concerne l'évolution des régimes alimentaires. Manger plus de saison, on en parle souvent, surtout manger moins de viande. Je vous liste, là vraiment c'est une traduction de ce qui est écrit dans le rapport du groupe 3 du GIEC, industrie, mobilité, bâtiment.
Qu'est-ce que je vais commenter dans tout ça? Bon, je pense que c'est assez, ça s'explique tout seul, c'est assez self-explanatory comme il dirait. Bon, tout ça est listé dans le rapport du GIEC. Dans le bâtiment, voilà, différence entre sobriété et efficacité énergétique. Bon, bah, sobriété, je me chauffe à 18 ou à 19. Efficacité énergétique, c'est je ne baisse pas la température de mon chauffage, mais j'isole mieux mon logement. Bon. L'adoption des technologies aussi, en fait, c'est transverse à tous les secteurs. Mais pour mener à bien cette transition vers une consommation moindre d'énergie, il va falloir aussi que les consommateurs adoptent de nouvelles technologies, le véhicule électrique, le smart metering dans les bâtiments, etc., etc. Et on entre dans le cœur de cette présentation, produire de l'énergie autrement, là aussi un potentiel de réduction significatif, à nouveau 50-60%. Alors ça, à ma connaissance, ce 50-60% n'est pas écrit noir sur blanc dans le rapport du GIEC, je me suis permis une interprétation, je pense, bon, c'est un ordre de grandeur, c'est beaucoup, hein, c'est peut-être 70%, mais en tout cas c'est pas en dessous de 50%. Peu importe déjà, on n'en est pas là, on n'en est pas là, le but c'est déjà de dépasser l'épaisseur du trait sur tout ça, on commence à le faire comme on va le voir au niveau des énergies renouvelables. Ce qu'il faut retenir, et c'est écrit comme je suis sur le point de le formuler dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur la feuille de route net zéro pour décarboner le système énergétique mondial, le système énergétique de demain sera nécessairement très différent du système énergétique d'aujourd'hui à bien des égards. Entre autres, c'est l'électricité qui devient véritablement la nouvelle colonne vertébrale du système énergétique. C'est formulé comme ça par l'AIE, c'est aussi évident à travers les études scientifiques que l'électricité qui aujourd'hui fournit 20% de l'énergie que nous consommons, demain ce sera beaucoup plus, mais ce ne sera pas juste plus d'électricité, c'est aussi que l'électricité se place au centre du système énergétique. On va en donner des exemples plus tard. Autre enseignement extrêmement important, l'éolien et le solaire sont la nouvelle colonne vertébrale du système électrique, ce qui est assez différent d'aujourd'hui où c'est essentiellement le charbon et le gaz. Bon, on va y revenir. De manière plus, enfin pas anecdotique, mais des contributions également intéressantes à horizon 2050. La biomasse, pour beaucoup, alors ça diffère, certains scénarios donnent une place prépondérante à la biomasse, ou du moins très importante, pas autant que l'électricité, mais importante, d'autres moins. Bon, bref. Le nucléaire, qui est dans la production en train de stagner en valeur absolue depuis une trentaine d'années, qui traverse des difficultés en Amérique du Nord, en Europe, qu'on a envie de relancer et cela va prendre du temps. Donc à horizon 2030, la contribution du nucléaire serait plutôt négligeable. Par la suite, si on réussit cette relance, elle serait plus importante. Hydraulique, une contribution aussi, même si déjà les fleuves du monde sont déjà pas mal exploités, on est déjà un peu au taquet. Et la géothermie aussi qui aura une place. Okay, juste un petit retour sur l'aspect sobriété, gestion de la demande. Le GIEC qui cite des travaux comme Decent Living Standards, des standards de vie décents. J'ai fait une présentation d'ailleurs à ce sujet il y a quelques mois. Je vous mettrai le lien dans la description. Des scénarios type Low Energy Demand. Tout ça est présent dans le rapport. Là, je vous mets un graphique clé qui résume un petit peu tout ça, qui reprend certains des éléments que je présentais dans la diapo précédente sur les leviers socioculturels, infrastructures, adoption des technologies, les leviers pour réduire notre demande en énergie dans les secteurs de l'agroalimentaire, industrie, transport et bâtiment. Vous pouvez faire pause, regarder, allez voir vous-même dans le rapport, intéressez-vous à tout ça, c'est passionnant. Mais ce n'est pas le cœur de cette présentation qui porte sur comment on produit de l'énergie autrement. Alors, j'ai testé pourtant auprès de publics type fresqueurs, enfin pas fresqueurs, mais fresqués, donc qui ont déjà été bien sensibilisés aux questions climatiques et énergétiques, qui ont été formés à la fresque du climat. J'ai demandé sondage à main levée, qui a déjà vu ce graphique? Même pas 15-20% des gens. Donc c'est pas grave, c'est pas grave du tout, on est là pour ça. C'est tiré du rapport du groupe 3 du GIEC. Alors le GIEC, c'est pas 10 personnes qui se mettent dans un bureau et qui décident du sort du monde. Ils font une synthèse des travaux des laboratoires scientifiques de par le monde qui travaillent sur un sujet donné. Ici, comment on décarbone le système énergétique mondial.
Et ils en font la synthèse de ces travaux, et cette synthèse est validée par la même communauté scientifique qui a contribué en disant oui, c'est fidèle aux travaux de la communauté scientifique. Hein, donc il faut bien se familiariser avec le processus qui mène à ce genre de graphique. C'est pas on a tracé on a mis des data au pif dans Excel au pif et on trace des courbes à la règle ou que sais-je. Hein. Bon, donc, non, c'est un travail sérieux. Une grande conclusion qui ressort, alors là on va zoomer sur la partie vraiment énergie, hein, du graphe de gauche. Vous pourrez voir aussi qu'il y a eu un travail sur des autres domaines, notamment agriculture, forêt, comme on a parlé, les solutions naturelles de séquestration du CO2. Sur la partie énergie, eh bien on voit le gros du potentiel. Alors là, c'est à horizon 2030 et c'est les potentiels d'atténuation ou de réduction des émissions de CO2 par technologie de production d'énergie. Hein, donc c'est le graphe de droite. On voit assez nettement que l'éolien et le solaire présentent de loin le potentiel le plus fort, de l'ordre de 4 milliards de tonnes de CO2 économisées par an à partir de 2030, qui est une échéance assez courte. Comme je disais, on voit sur le nucléaire, le potentiel est moindre parce que voilà, ça va prendre du temps pour la relance. Rien ne dit qu'à 2050, ce ne sera pas plus important. En tout cas, voilà, le fait est que l'éolien et le solaire sont sur une dynamique de croissance exponentielle, qu'elle se développe vite, que la croissance la confiance des chercheurs, des politiques, des ingénieurs augmente quant au potentiel de ces énergies-là à faire une bonne part du chemin. On y reviendra. Comment lire ce graphique aussi au niveau des couleurs? Plus c'est bleu, moins le potentiel sera coûteux à aller chercher. Donc même quand c'est bleu, c'est moins cher que l'alternative carbonée. Quand c'est jaune, c'est qu'il faut investir un petit peu d'argent, entre 0 et 20 dollars par tonne économisée. Quand c'est rouge, c'est que ce sera assez coûteux. Donc on voit à ce stade de nucléaire qui a besoin de relance et de retrouver une dynamique. À ce stade, les tonnes sont assez coûteuses, enfin les tonnes de CO2 économisées sont assez coûteuses à aller chercher. À nouveau, ce n'est pas une présentation pour ou contre telle ou telle technologie, je vous présente les chiffres tels qu'ils sont et j'essaie au mieux de les commenter, en espérant les commenter fidèlement. Alors, rapide regard dans le rétroviseur, on a pas mal parlé de en quoi est-ce que le consensus scientifique incarné par le GIEC, donc à nouveau qui ne fait que la synthèse des travaux de la communauté scientifique, en quoi est-ce que le consensus scientifique de rapport en rapport est devenu de plus en plus confiant sur le fait que le changement climatique était d'origine humaine. En 90, dans le premier rapport, c'était oui, peut-être que non. Bon, modulo la confusion qui a semé l'industrie pétrolière, où dès les années 70-80, Exxon savait et a décidé de semer la confusion. Bref, on ne va pas revenir dessus, quoique si, il faut revenir dessus à un moment et que les gens, les responsables soient pénalisés. Bon, on a beaucoup parlé, voilà, en 90, oui, peut-être que non, et puis au fur et à mesure, le consensus s'est renforcé jusqu'à dire en 2021, dans le 6e rapport du groupe 1 du GIEC, c'est sans équivoque, le climat a changé et cela est dû aux activités humaines, comme on avait vu tout à l'heure, donc à 100% lié aux activités humaines. On a moins parlé de l'évolution du consensus en ce qui concerne les solutions. Alors, en ce qui concerne les causes, ok. En ce qui concerne les solutions, moi j'ai fait un petit travail. J'ai fait un petit travail rétrospectif où je suis retourné alors jusqu'à 2001. Je ne sais pas s'il y avait lieu d'aller encore plus dans le passé, mais bon, c'est déjà pas mal. Là, jusqu'à 2001 et se dire, tenez, depuis le 3e, puis le 4e, puis le 5e et le 6e rapport du GIEC, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, en 2001, à nouveau, vous pouvez faire zoom sur le graphique, essayer de le voir. Les graphiques que je vais présenter vont présenter des unités différentes, des horizons de temps différents. Je ne vais pas forcément les commenter un par un, vous pouvez les comprendre par vous-même en prenant bien le temps. En fait, je les mets plus pour que vous voyez que je ne m'appuie pas sur rien. Je fais un copier-coller d'un graphique que vous pouvez vérifier par vous-même, que la conclusion que j'en tire est dans les grandes lignes fidèle au travail du GIEC. Ce qu'on en retire en 2001, c'est que le nucléaire est une solution phare pour atténuer le changement climatique. Hein. On voit aussi qu'à l'époque, déjà, la capture de CO2 était aussi jugée comme prometteuse, hein, beaucoup moins aujourd'hui. Bon. Donc le nucléaire, solution phare, l'éolien, un potentiel important, mais moindre, et le solaire, ça compte quasiment pour du beurre. C'était il y a plus de 20 ans. 2007, ça commence à frémir, il commence à se passer des trucs. L'éolien et le solaire ont du potentiel, mais toujours moins que le nucléaire, du moins ce qu'on estimait à horizon 2030 comme le potentiel de part et d'autre d'atténuation. Hein.
2014. Ah, là ça a encore évolué. Les ENR, et ce, principalement l'éolien et le solaire, présentent un potentiel maintenant supérieur au nucléaire. Alors là, cette fois-ci, c'est des chiffres sur la production d'énergie et à horizon 2050. Voilà, vous pouvez voir les chiffres à 2050 de part et d'autre. C'est encore une unité différente de celle du précédent rapport. J'ai mis pas mal de temps à le trouver, ce tableau-là. Enfin, bizarrement, ça a été difficile dans le résumé pour décideurs. Il a fallu fouiller dans le rapport complet. Bon, bref. Euh, Toujours est-il qu'il est là et il a été validé en 2014. Et enfin, ben, ce que je viens de vous montrer. Donc l'éolien et le solaire feraient l'essentiel du job, et ce pour un coût faible. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui. Donc, on pourrait aussi se dire, bah tenez, euh, la connaissance scientifique après tout a beaucoup évolué depuis 20 ans, pourquoi ne continuerait-elle pas d'évoluer? Bien sûr, ce que je viens de vous montrer avec le graphique datant de 2021, ça peut encore évoluer. Par exemple, on a aussi beaucoup posé la question, on pose parfois la question en conférence, et quid du solaire thermique? Parce que là, tout ce que je viens de montrer, c'est solaire photovoltaïque, et dans beaucoup d'autres scénarios, c'est surtout le solaire photovoltaïque qui est estimé comme ayant un potentiel significatif. Et on dit, mais pourquoi pas le solaire thermique qui commence à montrer des signes d'accélération depuis quelques années? Oui, peut-être, tout à fait. Alors, je ne connais pas le sujet, je suis honnête, je ne connais pas bien le sujet. Je me suis surtout penché sur les technologies qui sont intégrées dans les scénarios de décarbonation. Mais il se peut qu'effectivement, dans 10 ans, ou dans même 5 ans, on commence à donner une place importante au solaire thermique. Que l'éolien fasse face à des difficultés qu'on n'avait pas perçues. Par exemple, l'éolien a fait une assez mauvaise année en termes de prise de commande en Europe l'an dernier, du fait de la crise énergétique qui s'est traduite en crise des matériaux et en crise de la supply chain pour l'éolien. Donc a fait une mauvaise année. Est-ce que c'est un problème structurel ou avec la déplétion des énergies fossiles, avec des crises énergétiques à répétition, l'éolien aurait du mal à poursuivre son expansion, ou est-ce que c'est conjoncturel et on va resécuriser la supply chain et puis malgré la contraction énergétique fossile, on va quand même parvenir à une expansion de l'éolien? J'en sais rien. La confiance des chercheurs, on va y parvenir. Enfin, pas tous, mais enfin, bref. J'en sais rien. En tout cas, la connaissance scientifique va continuer à évoluer, c'est sûr. Bon, pourquoi on pense ça aujourd'hui? J'en viens à cette diapo. Pardon, je me suis peut-être fait une digression. Alors, il y a eu des difficultés politiques, mais pas que, aussi techniques du nucléaire. Il y a aussi des difficultés techniques. C'est une technologie qui présente aussi, je regrette les oppositions politiques à son sujet, mais voilà, par exemple, les normes de sécurité qui ont augmenté depuis Fukushima a imposé des cahiers des charges beaucoup plus drastiques en termes de sécurité. Un chantier comme Flamanville et d'autres OPR ont des difficultés aussi d'ordre technique. Il y a parfois aussi des ressources, des compétences qui peuvent manquer. Une industrie à restructurer, à revitaliser. Hein, d'accord. Donc il y a eu ça côté nucléaire et c'est pour ça que l'évaluation a évolué. Diminution forte des coûts des ENR variables, principalement éolien et solaire. Effectivement, c'est vertigineux. Les coûts se sont effondrés. Euh, pour l'éolien, il pourrait encore un petit peu diminuer, mais on accorde moins de potentiel pour encore plus de diminution. Pour le solaire, on peut imaginer qu'il diminue encore pas mal. Certains chercheurs pensent qu'ils peuvent encore diminuer de l'ordre de 3 quarts d'ici 2050, alors qu'ils ont déjà énormément diminué depuis notamment une dizaine d'années. Donc ça renforce la confiance dans leur potentiel. C'est pas juste les coûts qui diminuent, c'est aussi leur industrialisation qui est importante. Donc on commence à atteindre des taux de pénétration assez élevés dans certains réseaux. Danemark, Irlande, Allemagne, etc., avec tout ce qu'on peut reprocher à la politique allemande de sortie du nucléaire, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais toujours est-il que le taux de pénétration d'énergie variable commence à dépasser le tiers dans pas mal de pays, voire plus de 40%, et on arrive à gérer. On n'est pas complètement submergé, débordé par l'impossibilité de gérer l'intermittence. Ce qu'on voit sur le graphe de droite, d'ailleurs, c'est que le taux de pénétration de l'éolien et du solaire, donc la part de l'électricité qu'on consomme en Union européenne, qui est quand même un continent et une grosse économie développée, hein, et ben elle atteint près d'un quart en 2022. Et honnêtement, c'est pas juste le bruit de couloir, les travaux scientifiques sont assez confiants qu'on va pouvoir prolonger cette tendance sans que la variabilité du soleil et du vent ne soit ingérable, du moins avant un bon moment. Hein. Donc il faut s'intéresser à pourquoi, et on va essayer de donner des éléments d'explication ici, mais voilà en tout cas où ça en est. Hein. Voilà, je vais venir plus tard sur le point de la flexibilité et le fait qu'on a fait des progrès dans la simulation
d'un système à haut taux de pénétration d'énergie variable et sur la mobilisation des moyens de flexibilité à la fois de la demande et de l'offre. Donc c'est la flexibilité en quelque sorte, c'est la réponse à l'intermittence et la variabilité des sources d'énergie. Donc il va falloir gagner en flexibilité pour reboucler l'équation. Un petit tour d'horizon d'autres scénarios, enfin de quelques scénarios de décarbonation du système énergétique mondial. Là, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui accorde une place finalement assez modeste à l'électricité dans le mix futur. Alors 50% de l'énergie qu'on consommera sera électrique, c'est que 20% aujourd'hui, donc c'est déjà un grand bond, et 70% de cette électricité sera éolienne et solaire. Donc pour faire le reste des 50%, ça va être beaucoup de biomasse dite moderne. En vrai, c'est en grande partie le bois pellet qu'on consomme déjà en Occident. Enfin, par exemple, dans les pays développés, hein, pas qu'en Occident, dans les pays développés, on consomme déjà de la biomasse moderne. Et donc le pari est qu'ailleurs dans le monde, on va aussi consommer de la biomasse dite moderne, pas de la biomasse ancienne qui n'est d'ailleurs pas toujours brûlée dans des bonnes conditions. C'est pas bon pour les poumons des ménages qui utilisent par exemple ça pour cuisiner. Hein. Bon, bref, biomasse moderne qui va mais à la fois solide, donc comme le bois, mais aussi liquide, donc des biocarburants, et gazeuse, avec le biométhane notamment. Hein. Donc cette biomasse va occuper une part importante du mix énergétique futur selon l'AIE, enfin devrait selon l'AIE, et puis du nucléaire, et puis aussi un reliquat de gaz, je pense, avec capture de CO2. Un scénario qui suit une toute autre logique, celle de LUT University, d'un chercheur, avec à la tête un chercheur qui s'appelle Christian Breyer. Là, c'est tiré d'une étude de 2019. Déjà à l'époque, cette université avait mené une vaste simulation avec des dizaines de régions qui recouvrent l'ensemble du système énergétique, enfin avec des simulations assez fines sur le vent, le soleil, quand est-ce qu'il y en a. Bon, bref, pour faire reboucler tout ça, bon, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'ils en disent? C'est que le mix futur, les piliers de ce mix énergétique futur, c'est surtout l'électricité, on l'a dit, avec éolien et surtout solaire. On voit là dans le graphique de gauche, tout ce qui est jaune, orange et jaune clair, c'est du solaire photovoltaïque. Et le bleu, le bleu clair et bleu foncé, c'est de l'éolien sur terre et en mer qui, à partir des années 40, commence à plafonner. C'est surtout le solaire qui fait le reste du job. Donc une grosse confiance dans le solaire pour fournir cette électricité qui devient vraiment plus que jamais la colonne vertébrale du système énergétique futur. Donc c'est pas 50% de l'énergie que ça fournira, mais directement ou indirectement 70%. Un autre pilier sera le stockage. Donc on fait le pari, effectivement, le coût du stockage a pas mal diminué récemment. Donc on fait le pari ici que le stockage à la fois électrique mais aussi thermique vont être clés. La pompe à chaleur, et donc c'est ça qu'on voit à droite, la pompe à chaleur, notamment électrique, va produire l'essentiel de la chaleur qui sera consommée en 2050. Donc c'est les histogrammes dans le graphe de droite, les histogrammes rose, orange et je ne sais pas comment appeler cette couleur, rouge, bon bref, les trois gros blocs. Quoi, hein. Attendez, est-ce que je dis pas une bêtise? Oui, non, je suis peut-être en train de dire une bêtise. Non, il y a electric heating, c'est pas la pompe à chaleur. Electric heating, non, c'est les réseaux de chaleur urbains. Mais je suis en train de dire une bêtise. Donc la pompe à chaleur, ça représente quand même une grosse part avec le rose et l'orange. Et c'est une pompe à chaleur électrique, donc c'est bien la source d'avant, c'est l'électricité. Hein. D'où l'idée que l'électricité soit la colonne vertébrale du système futur, avec notamment le fameux power to X, c'est-à-dire la transformation d'électricité, power, en X, c'est-à-dire en plein de choses. Alors, il y a le power to heat, et on vient d'en parler, avec la pompe à chaleur électrique, qui peut servir énormément de besoins. Alors, dans le résidentiel, évidemment, donc les maisons, les appartements, bon. Dans le tertiaire, les bureaux chauffant à la pompe à chaleur, aussi dans l'industrie, notamment l'industrie basse température, lorsque la température nécessaire est de 160, j'entends même 180 degrés, la pompe à chaleur peut éventuellement peut remplir ce besoin-là. Évidemment, pour des températures à 400, 500 degrés ou plus, là, ça devient trop. Donc voilà, pompe à chaleur, power to heat. Power to water, donc c'est notamment le dessalement de l'eau de mer par le procédé d'osmose inverse, dont la source serait une électricité bas carbone, notamment solaire et photovoltaïque. Power to transport, donc avec la mobilité électrique, les batteries, bon ça je fais pas un cours là-dessus. Power to hydrocarbons, donc là le procédé qui consisterait à créer par exemple de l'hydrogène, des carburants synthétiques
à partir d'électricité. Donc par exemple l'électrolyse euh, pour la production d'hydrogène, donc des hydrocarbures produits à partir d'électricité. Le Power to CO2, on revient à l'idée de capturer, séquestrer, revaloriser éventuellement le carbone dans l'air. Je ne me prononce pas plus que ça là-dessus, peut-être que ce sera possible à partir des années 40, en tout cas qu'à partir d'une source d'électricité bas carbone, on fournisse l'énergie nécessaire à recapturer du CO2, notamment par le procédé de DAC, Direct Air Capture. Que dire? Oui, non, pour conclure là-dessus, donc si on fait une revue de la littérature académique sur le sujet, il est estimé que dans 2050, la capacité installée d'énergie solaire se trouvera quelque part entre 20 terawatts pour les estimations les plus conservatrices, jusqu'à 70 terawatts. 20 terawatts, ça produirait déjà de l'ordre de l'électricité consommée mondialement, actuellement. Donc c'est déjà pas inintéressant. 70 terawatts, bah c'est 3 fois et demi ça. Ça fait beaucoup d'électricité. Et donc l'idée étant que cette quantité importante d'électricité permette de quand même faire un certain nombre de choses. Effectivement, fournir l'énergie nécessaire aux pompes à chaleur, au transport, au dessalement d'eau de mer. C'est assez cornucopien, c'est assez technosolutionniste, je vous l'accorde. Je suis juste en train de faire une tentative de vulgarisation pour que vous voyez ce que les uns et les autres disent. Alors, comment on gère ce... Je vais boire un peu d'eau. Comment on gère un système électrique qui voit énormément enfin une grosse part de sources variables. Donc effectivement, moi j'aurais préféré qu'il y ait du vent tout le temps, quoique ce serait un peu chiant de vivre du vent tout le temps, du vent fort, tout le bon bref. J'aurais aimé qu'il fasse du soleil tout le temps, quoique bon, s'il n'y avait pas de nuit, je pense qu'on n'aurait pas de végétaux. Bon bref. Non, en fait, tant mieux qu'il n'y ait pas du soleil et du vent tout le temps. Par contre, en ce qui concerne le pilotage du réseau électrique, ça pose un certain nombre de défis auxquels on répond par de la flexibilité. Là, c'est un graphique copié-collé du rapport complet de RTE, c'est pas dans la synthèse, c'est le rapport complet qui synthétise les leviers de flexibilité à notre disposition selon les horizons temporels sur lesquels ces leviers agissent. Il y aura différentes technologies selon les horizons temporels auxquels on veut de la réactivité, de la flexibilité du système. Si je prends l'exemple des batteries, c'est une bonne technologie de flexibilité pour ce qui est des besoins, on va dire, de flexibilité immédiat, intrajournalier, voire dans l'heure, voire dans la minute, où on a besoin de réagir, de rééquilibrer le réseau. Ce serait un assez mauvais moyen de flexibilité pour l'horizon intersaisonnier. Par exemple, stocker de l'électricité dans une batterie l'été quand il y a beaucoup de soleil et la libérer l'hiver, enfin voilà, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Donc c'est pas une bonne... enfin voilà, bon, vous comprenez à peu près le truc. Un levier en fait, sur le sujet des batteries, il y a encore 5-10 ans, beaucoup imaginé qu'il y aurait besoin de beaucoup de batteries partout. Des batteries partout, attention, quand il n'y aura pas de vent, quand il n'y aura pas de soleil, il faudra stocker puis libérer, enfin plein de batteries partout. Eh bien, c'est de moins en moins ce qu'on modélise, voire plus du tout. C'est-à-dire le moment à partir duquel, enfin déjà on est à un quart, donc presque 25% d'électricité d'origine éolienne ou solaire en Europe, et on n'est pas en train de dire, oh mon Dieu, il faut des batteries partout. Et même jusqu'à 50 voire 60%, il est estimé que le besoin ne sera pas majeur. C'est à partir de 70% que peut-être les besoins commenceraient à se faire ressentir. Et encore, l'estimation de l'ampleur du besoin a été plutôt revue à la baisse. Donc voilà, il n'y aura pas besoin de tant de batteries que ça. Et une raison est que eh bien, il y a beaucoup d'autres leviers de flexibilité que les batteries. Leviers qui sont d'ailleurs moins coûteux. Par exemple, les effacements ponctuels de consommation. Il y a, notamment au niveau industriel, en France, des usines qu'on a bien identifiées comme pouvant potentiellement s'effacer, donc arrêter leur production. Par exemple, une nuit d'hiver sans vent où il n'y a ni énergie solaire ni éolienne. Et donc on peut gratter quelques gigawatts comme ça, indemniser les industriels, ce qui sera moins coûteux que de mettre par exemple, des batteries partout. Hein. Voilà, je ne vais pas tous les faire ligne à ligne. Les interconnexions, très important. Donc ça, c'est le réseau européen qui est de plus en plus interconnecté, qui va être 2 fois plus interconnecté dans une quinzaine d'années par rapport à aujourd'hui. Et donc, ce qui va fournir beaucoup plus de possibilités pour s'échanger de l'énergie entre pays. Alors, ça ne veut pas dire qu'en France, on va consommer de l'énergie produite en Lituanie. Ça va pas
voyager de telles distances, mais déjà avec nos voisins. Et voilà, ce dont je n'ai pas parlé aussi ici, c'est la complémentarité entre éolien et solaire. Donc en été, il y a beaucoup de solaire et moins d'éolien. En hiver, il y a plus d'éolien et moins de solaire. Donc il y a une certaine complémentarité. Il y a aussi l'éolien offshore, dont la variabilité, ou du moins bon, dont le facteur de charge est bien supérieur à l'éolien terrestre, donc je pense que c'est de l'ordre de 50%. L'éolien offshore qui est destiné à vraiment passer à très grande échelle, notamment en Europe, aujourd'hui ça fournit une faible part de notre électricité, mais avec les projets qui sont dans les cartons, notamment en mer du Nord, j'ai fait un post là-dessus qui a réuni les bonnes données, bon bref. Donc le coût baisse pour l'éolien offshore, l'industrie est en train de passer à grande échelle, et rien qu'en 2030, l'éolien offshore, notamment en mer du Nord, mais aussi dans d'autres zones côtières, produirait de l'ordre de 10 ou 15% de l'électricité qu'on consomme actuellement. Donc on consommera plus en 2030 peut-être, mais en tout cas, bon, l'équivalent de ce que ça produira, c'est environ 10-15% de l'électricité qu'on consomme actuellement. Hein, donc c'est beaucoup, donc l'offshore, et en 2050, ce sera démultiplié. Je ne sais plus si c'est par 2 ou par 3 par rapport à 2030. Je ne m'en rappelle plus, vous pouvez aller voir par vous-même. J'ai pas non plus une mémoire infinie, malheureusement. Hein, bon. Donc l'éolien offshore, et d'ailleurs tout cela sera interconnecté. Donc le projet de la mer du Nord est surtout mené par l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvège, le Danemark et le Pays-Bas, je crois, la Belgique, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que moins la France, mais en raison de l'interconnexion, la France va aussi échanger avec ses voisins de l'énergie qui provient de cet éolien offshore de la mer du Nord. Je pense que vous me comprenez. Là, c'est une simulation à nouveau de RTE. Et là, je vais vous renvoyer à une vidéo qu'on a faite récemment avec quelques intervenants beaucoup plus experts que moi, en espérant que j'ai pas dit de bêtises dans cet exposé, mais en tout cas beaucoup plus experts que moi, Damien Salel, Karim Megherbi, Vincent Maillard, qui ont potassé un peu à fond ce fameux rapport RTE qui l'expliqueront bien mieux que moi. Philippe Gauthier est aussi intervenu dans cette même table ronde, on va dire, table ronde virtuelle. Je vous mets le lien dans la description. Damien Salel fait une très bonne explication de comment on se sort de cette fameuse nuit sans vent et comment on évite le blackout quand il y a peu de vent, peu de solaire. Et en plus, dans le scénario présent, peu de nucléaire. On est dans le scénario M23 de RTE en 2050, où il reste assez peu de nucléaire, moins de 20 gigawatts si je lis bien ce graphique, donc c'est la bande jaune. Hein, donc comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Le besoin est important parce qu'on est en hiver, les gens se chauffent. Le nucléaire est faible, il y a peu de vent pendant quelques jours, c'est la bande éolien, je ne sais pas comment on appelle cette couleur. Décidément, j'ai un problème aujourd'hui à nommer les couleurs. Bon, il y a une sorte de vert bizarre. Bon, il y a peu d'éolien dans cette simulation imaginaire de 2050, mais si on simule ça, c'est qu'on sait que ça peut advenir, aussi peu de vent, malgré les capacités éoliennes importantes qu'on aura installées. Alors, le vent ne va pas mourir sur la France entière d'un coup, hein, bon, mais il se peut qu'on ait une nuit où, globalement, en France, on a peu de vent. Donc là, c'est du 13 au 16 février. On a aussi relativement peu de soleil, c'est les pics orange. Donc, comment qu'on fait? Après, le vent repart à partir du 17 février et donc on produit même davantage que la consommation, donc c'est la ligne noire. On produit davantage que la consommation et on a le luxe d'exporter vers nos voisins. Mais en attendant, ce 17 et 18 février, il faut faire autrement. Donc c'est avec des effacements, c'est avec des imports, c'est ponctuellement avec l'injection de batteries, encore plus ponctuellement avec l'injection de batteries de véhicules électriques, le fameux Vehicle to Grid, V2G, en mobilisant des capacités thermiques décarbonées, c'est en violet. Voilà, c'est déjà pas mal. Ah, de l'hydraulique aussi, de l'hydraulique. Hein, en espérant qu'il n'y ait pas trop de sécheresse d'ici là. Bon, en hiver, on peut quand même un peu espérer que les rivières coulent un peu. Pam. Écoutez, Damien Salel l'expliquera bien mieux que moi, allez voir. Alors tout ça c'est très bien, mais pour le moment, la transition ne crève pas les yeux. Il y a eu des avancées, voire des accélérations. On a vu un graphique sur l'accélération des renouvelables en Europe, mais globalement à échelle mondiale, Chine, États-Unis, Australie, voilà, beaucoup d'autres régions du monde, l'éolien et le solaire accélèrent. Bon,
Effectivement, le graphe de gauche fait pas forcément très plaisir à voir. Vous le connaissez peut-être. Voilà, les émissions de CO2 ont augmenté de manière exponentielle depuis 1900. Ce qu'on note moins, il faut bien regarder, mais il y a comme une décélération depuis 10-15 ans. Hein. C'est pas encore un plafonnement, mais une moindre croissance, une décélération. Voilà, ça a décéléré, ça augmente beaucoup moins vite qu'avant. Il y a eu pas mal de recherches sur comment c'est arrivé. À nouveau, là, je ne peux pas tout synthétiser. Je n'ai d'ailleurs peut-être pas tout lu, mais pour me faire un avis, un levier qui a beaucoup joué dans cette décélération, c'est quand même, c'est pas forcément si réjouissant, le remplacement de charbon par du gaz naturel. Voilà. Donc le gaz naturel est 2 fois et demi moins émissif en CO2 que le charbon. Ce qui n'est pas terrible, c'est que c'est plus émissif en méthane en raison des pipelines et des fuites dans les pipelines, dans les gazoducs. Toujours est-il que pour le CO2, ça a été plus favorable. Alors de là à parler d'énergie de transition, faut peut-être pas déconner, mais bref. Des gains en efficacité énergétique, un début de décollage des ENR, on l'a vu, donc ça commence à peser dans la balance, pas depuis 10 ans, mais depuis quelques années. Voilà, on sort de l'épaisseur du trait. Le plafonnement de la croissance dans les pays riches, alors est-ce une décroissance ou une stagnation subie? Est-ce une paupérisation des classes moyennes? Ou est-ce au contraire que les gens sont arrivés à satiété et n'ont pas envie de consommer plus? Est-ce parce que le capitalisme commence à manquer de marché à exploiter? Pourquoi est-ce que la croissance ralentit? Je vous laisse faire votre avis, peut-être un petit peu de tout ce que je viens de dire. Toujours est-il que la croissance est moindre dans les pays riches, notamment en Europe, et que cela, évidemment, a des conséquences sur les émissions de CO2. Voilà. Méthane, c'est beaucoup moins réjouissant. Depuis, vous le voyez là, depuis 10 ans, alors là, c'est pas les émissions, c'est la concentration atmosphérique de méthane, en partie par milliard. Hein. Ça s'est très nettement accéléré depuis une quinzaine d'années, et c'est peut-être une mauvaise nouvelle dont vous n'avez pas entendu parler, mais les chercheurs ne savent pas pourquoi et ont assez peur. Vous pouvez rechercher sur Google Methane Hunters, les chasseurs de méthane. Vous tomberez sur des articles du New York Times ou de Inside Climate News, de sources très très sérieuses, sur l'enquête sur cette histoire de méthane et pourquoi la concentration atmosphérique explose tant. On n'arrive pas à l'expliquer juste par les émissions, les sources d'émissions qu'on connaît. Donc les fuites occasionnées par l'exploitation des fossiles, gazoducs, oléoducs, on en a parlé. La fermentation entérique des ruminants, bon, les rots de vache. La fermentation des biodéchets dans les décharges. Voilà, c'est une source importante de méthane, mais tout ça, voilà, on cartographie et ça reboucle pas, quoi. Ça, on n'arrive pas à expliquer. Donc il se passe des trucs bizarres qui intriguent les chercheurs. Une explication que vous verrez dans cet article, c'est par exemple les zones humides, notamment en Afrique de l'Est, dont on soupçonne que le réchauffement, majoritairement induit par le CO2 et quand même à 25% par le méthane, mais que le réchauffement climatique entraîne davantage d'humidité et des conditions plus favorables à l'activité de bactéries émettrices de méthane dans les zones humides. Notamment, semblerait-il, en Afrique de l'Est, l'enquête demeure en cours. En tout cas, si ça devait se poursuivre, c'est un problème supplémentaire. C'est une rétroaction. C'est une rétroaction, si ce que je viens de dire était avéré. C'est une rétroaction, c'est-à-dire du réchauffement qui induit encore plus de réchauffement, tout comme l'effet albédo, donc, qui est déjà modélisé. Hein, donc c'est une autre rétroaction importante. Donc la fonte des calottes glaciaires et des glaciers de montagne, ça fait plus de surface noire qui absorbe davantage la chaleur. Donc ça, c'est une rétroaction qui est déjà bien modélisée dans les modèles climatiques. La rétroaction sur la vapeur d'eau en est une autre, d'ailleurs c'est la principale. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, pardon si ça fait un cours de climatologie. Cette rétroaction-là, ça consiste dans le fait que le CO2 provoque provoque du réchauffement, une atmosphère plus chaude contient plus d'humidité, 7% de plus par degré de réchauffement, plus d'humidité, donc plus de vapeur d'eau. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre important, même le principal gaz à effet de serre. Aiment nous le rappeler les climato-sceptiques. Oui, merci, on n'est pas con, c'est intégré aussi dans nos modèles, dans les modèles des vrais chercheurs que je ne suis pas. Et donc voilà. Et donc cette hausse de concentration en vapeur d'eau entraînée par le réchauffement initialement dû au CO2, c'est une rétroaction et c'est d'ailleurs la principale. Sans ça, sans vouloir dire de bêtises, je pense que le réchauffement qu'on observe serait de l'ordre de 0,5 degrés moindre, hein, de cet ordre-là.
Mais ça, on en tient déjà compte. Et ce dont je viens de parler sur le méthane, non, c'est une rétroaction. Alors, est-ce que ce sera quelques dixièmes de degrés à horizon 2100 ou voilà, ça devrait pas être beaucoup plus a priori vu la tendance, pas plus que quelques dixièmes de degrés de plus. À nouveau, je veux pas, là, ce que je viens de dire, c'est vraiment à approfondir. Mais on s'en serait bien passé. Alors, on va conclure. On est à plus d'une heure déjà. On va conclure avec un graphique que je montre pas mal en ce moment. Un angle mort de toutes les discussions en général, économiques, politiques, réforme des retraites et patati et patata, et Jean Covici l'expliquera mieux que moi, c'est qu'il y a de moins en moins de croissance, voire il n'y a plus de croissance du tout, malgré le fait qu'on accumule de plus en plus de dettes publiques, mais aussi privées, on en parle moins, et donc on accumule des montagnes de dettes pour pas faire beaucoup de croissance, quoi. Alors que jadis, il n'y avait pas tant besoin de s'endetter pour faire de la croissance. Dans les années 60, il n'y a même pas du tout besoin de s'endetter. Donc de plus en plus de dettes, de moins en moins de croissance, et une dépendance de nos sociétés, voire une addiction à la croissance qui reste totale, qui reste entière. Et on n'a même pas envie de commencer à réfléchir à comment s'organiser autrement. Alors, décroissance, pas décroissance, à ce stade, je pense que c'est même pas le sujet. C'est être drogué à la croissance et être à la poursuite d'un truc qui n'existe même pas, ou même plus, c'est bizarre. Donc au moins se poser la question. Enfin là, je pense, c'est même pas la peine de pinailler. Oui, c'est à cause de la droite, de la gauche. Ça a commencé en 2005. C'est peut-être pas encore. Peut-être que ça commencera à plafonner que plus tard. Mais les USA, ils ont encore un peu de croissance. Mais l'Allemagne, machin, on décroche un petit peu. Non, la courbe présente le même aspect partout, tôt ou tard. C'est limite, c'est la loi des rendements décroissants. Que Joseph Tainter, qui est d'ailleurs récemment intervenu sur mon podcast, a expliqué très bien déjà il y a 35 ans, dans son livre The Collapse of Complex Societies. Il combine cette loi des rendements décroissants au coût croissant de la complexité dans laquelle on investit encore et encore, donc toujours de plus en plus de complexité pour régler les problèmes de la société, sauf qu'au bout d'un moment, la complexité ne génère vraiment plus beaucoup de retours. On s'éloigne un peu du sujet ici, allez regarder, c'est passionnant, lisez son livre The Collapse of Complex Societies, il prend les exemples plutôt anciens, Empire romain, Empire maya, pourquoi ils se sont effondrés, mais il se mouille un petit peu sur notre monde moderne, qui est après tout le plus complexe, la civilisation la plus complexe de toute l'histoire, et ce de très loin, et donc on a oublié même que la complexité avait un coût, parce qu'on baigne dans une ébriété énergétique avec les fossiles. Qui nous résolvent tous nos problèmes sans même qu'on s'en rende compte. Or, ce ne sera pas éternellement possible et ça devient donc dangereux. Bref, la courbe présente la même tête partout et vous voyez les chiffres ici, je ne vais pas les faire un par un. J'ai pris bêtement les chiffres de la World Bank que personne ne vous présentera, donc personne ne vous parle des vraies statistiques donc à monnaie constante. Donc là, tout ça, c'est à monnaie constante, donc corrigé de l'inflation, et c'est sur durée longue, et c'est ramené par habitant. Okay. Les analystes vous font rarement ça. Ils vous parlent des statistiques de PIB sur des durées très courtes quand ça les arrange. Que vous dire d'autre? Oui, de PIB, pas ramené par habitant, pas constant. Bref, quand on ramène en PIB constant par habitant, voilà ce qu'on obtient, c'est-à-dire de plus en plus on se rapproche de la croissance zéro. Alors, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que ça va m'amener à cette conclusion sur une perspective globale. Et là, je sors de la, enfin, je sors de la science et je propose une prospective qui est quand même, j'essaie de m'appuyer sur des tendances et des faits, des statistiques et de la recherche scientifique, mais voilà, je tente. Peut-être que le monde pourrait être en grande partie sorti du charbon. Bon, là, je fais écho au scénario de décarbonation qu'on a vu. De toute façon, il faut le faire. J'y crois. Alors, là, depuis une dizaine d'années, le charbon plafonne. Alors, certes, il a rebattu un record l'an dernier, mais je ne pense pas qu'il va exploser, qu'il va repartir à la hausse. Là, depuis 10-12 ans, la tendance est plutôt à la stabilisation. Des sorties du charbon, ça s'est déjà produit à l'échelle de pays. La France est sortie du charbon, l'Espagne est sortie du charbon. On critique beaucoup l'Allemagne, à raison, mais elle a relancé assez significativement son charbon l'an dernier, mais ça ne remet pas en cause, si vous regardez les courbes, la tendance lourde à la diminution de sa consommation de charbon depuis une trentaine d'années. Je regrette que ça n'aille pas plus vite. Bon, bref, d'ailleurs, c'est pas le meilleur exemple. Je ne sais pas pourquoi on parle tant de l'Allemagne, il y a beaucoup d'autres exemples plus intéressants. Bon, l'Angleterre est sortie du charbon, les États-Unis en sont quasiment sortis. Voilà. Il reste surtout la Chine. Sans la Chine, on se dirait oh waouh, le monde est en train de sortir du charbon.
Il faut espérer qu'elle en sorte. On a plus de moyens que jamais pour sortir du charbon. Toutes les sorties qu'on a vues par le passé, c'était pas avec des renouvelables aussi avantageux et compétitifs. Maintenant, on les a. Voilà, que d'ici 30 ans ce soit possible, bon, espérons. Parce que si on n'arrive pas à faire ça, enfin, c'est aussi c'est non seulement la source la plus émissive, je pense que la combustion de charbon, c'est au moins 15% du réchauffement climatique qu'on observe, et plus que ça si on compte juste le CO2. Voilà. Donc si on n'arrive pas à sortir du charbon, alors que c'est la source d'émission relativement la plus facile à substituer, oui, c'est vrai que c'est pas trop la peine d'espérer sur le reste. Donc c'est à la fois prioritaire et relativement faisable. En revanche, sauf si le monde se coordonne, euh, tous les pays se coordonnent pour implémenter des espèces de quotas, ce qui a extrêmement peu de chances d'advenir, je doute qu'on sorte du pétrole plus rapidement que la géologie ne nous l'impose. En gros, plus rapidement que le pic pétrolier, s'il devait advenir, ne nous l'impose. Pourquoi je pense ça? C'est pas forcément une bonne nouvelle. Bon, déjà, certes, le parc de voitures s'électrifie, mais lentement et seulement à certains endroits du globe, comme en Europe. Alors oui, je pense qu'en Europe, un quart des véhicules neufs sont électriques, mais ça va mettre du temps, bon, déjà pour que ce ne soit pas un quart, mais 100%. Et une fois qu'on a 100% de vente de véhicules électriques, ça va prendre du temps pour que 100% du parc soit électrique. Donc on va dire 2050 à ce train-là. Bon. Et ça, c'est que à certains endroits. Voilà, pas dans beaucoup d'endroits du monde, on est encore essentiellement des ventes de voitures thermiques, même si je pense en Chine ils sont aussi à un bon quart de ventes de voitures électriques. Bon, en tout cas, bon, on se passe lentement du pétrole, surtout que déjà pour les voitures, alors que c'est le moyen de transport le plus mature pour se passer de pétrole. Mais ce qu'on brûle pas en Europe ou aux États-Unis ou même en Chine, ça peut être brûlé dans des voitures ailleurs dans le monde. Donc on reporte ailleurs. Aussi les camions qui ne commenceront à être électrifiés massivement qu'à partir des années 2030 au mieux. Les bateaux, les avions. Donc, alors, certains vont peut-être me dire oui, mais bon, les voitures et les camions c'est le diesel, les avions c'est le kérosène, c'est pas le même produit en sortie de raffinerie. C'est vrai, c'est vrai. Cependant, il est possible que les raffineries fassent des investissements pour jouer un peu sur les proportions diesel versus kérosène, donc produire un peu moins de diesel, un peu plus de kérosène. Donc elles ne sont pas à 100% contraintes sur les proportions qui sortent de produits finis respectifs à partir d'une quantité entrante donnée de pétrole brut. Hein. Bref, tout ça pour dire, je ne sais pas si mon argumentaire est clair ou convaincant ou quoi. Vous pouvez réagir d'ailleurs en commentaire. N'hésitez pas. Mais voilà, cette sortie du pétrole se promet d'être plutôt lente. Est-ce qu'elle sera plus rapide que ce que la géologie nous impose? C'est-à-dire, une fois qu'il y a le pic pétrolier, bon bah oui, là, ok, ça descend, mais ce pic et cette descente promet d'être plutôt lente. D'ailleurs, la réduction de la production de pétrole dit conventionnel, alors on a franchi le pic depuis environ 2005, mais la descente depuis ce pic est plutôt lente, ce qui peut indiquer que ce qui est une indication parmi d'autres, parce que c'est aussi les projections de cabinets comme Rystad, la base de référence mondiale sur le pétrole et un des groupes de réflexion de référence là-dessus, ce qu'ils estiment comme descente pétrolière, c'est plutôt d'abord un long plateau, donc on est peut-être dessus déjà, un plateau assez long, puis une descente, on va dire, de l'ordre de moins 1% par an les années 30, qui peut s'accélérer. Alors ça ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir. Si on reste très dépendant du pétrole, ça veut dire des chocs pétroliers, ça veut dire plein de choses. C'est pas le propos. C'est que pour le climat, c'est trop lent. Le gaz devrait poursuivre sur sa lancée encore au moins un moment. Bon, déjà, le pic gazier n'est pas prévu avant un petit moment. Pic mondial, hein, j'entends. Voilà, il y en a encore sous le pied. Ça devrait poursuivre sur sa lancée, éventuellement commencer à plafonner dans 10-20 ans, mais c'est une énergie, donc la demande est très importante. Donc à nouveau, sauf à ce qu'on se coordonne mondialement pour imposer des quotas, etc. Alors, le gaz peut entrer en concurrence. Alors, parce que des applications de production d'électricité peut commencer à être éliminées par les énergies bas carbone, notamment
renouvelables, éolien et solaire, oui, ok, peut-être, oui. Mais pour les applications en dehors de l'électricité, donc notamment les applications industrielles pour la chaleur, voilà, ça risque d'être plus lent. Bon, pour le moment, c'est sur une lancée et ça ne s'inverse pas du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. Alors, au rayon des meilleures nouvelles, c'est qu'avec les moyens modernes, j'en ai parlé plus en introduction, plutôt dans cette présentation, avec les imageries satellitaires modernes, on devrait a priori pouvoir reboucher à moindre coût les fuites de méthane dans les infrastructures fossiles. Alors certes, comme je viens de le dire, cette histoire de méthane ne me dit pas rien qui vaille, mais au moins pour réduire significativement les fuites de méthane dans les pipelines, on devrait pouvoir le faire. Alors certes, en quelque sorte, ça conforte l'industrie fossile dans ces infrastructures aussi. Bon, bref. Alors moi, on voit venir la géo-ingénierie solaire, notamment par injection d'aérosols dans la stratosphère, un peu gros comme une maison. Il y a des chercheurs qui commencent à se mouiller, donc James Hansen, encore récemment, qui a dit oui, il faudrait sérieusement songer à accélérer la recherche, parce que ça commence sérieusement à sentir le roussi côté climat et côté décarbonation, ça va pas assez vite. Il y a l'administration Biden qui a lancé un programme de recherche, il me semble, l'an dernier pour accélérer les recherches. Enfin, je le vois venir gros comme une maison. Le débat aussi, d'un côté, les écologistes qui, je pense, à raison, disent non, mais c'est une fuite en avant, c'est de la folie, c'est hyper risqué, ce qui est vrai. On ne sait pas quelles peuvent être. Enfin, déjà, le changement climatique nous réserve beaucoup de surprises, souvent mauvaises. Donc, prétendre qu'on a assez bien compris le truc pour balancer des aérosols dans la stratosphère, alors les messages rassurisent, oh, vous inquiétez pas, on a le recul sur les volcans, le mont Pinatubo aux Philippines qui a fait éruption en 92 et par la suite on a observé un léger refroidissement et puis c'était pas la cata après tout. Bon, on ne fait que reproduire l'activité volcanique et son effet sur le refroidissement. Ouais, d'accord. C'est supposé nous rassurer. Vous inquiétez pas, on va faire exploser, enfin on va faire comme si on faisait exploser des volcans pendant des siècles et des siècles pour contrôler le réchauffement et tout va bien se passer. Bon, on sait déjà que ça va entraîner par exemple des dérèglements sur les moussons. On le sait déjà. Et il y en a peut-être d'autres qu'on n'imagine même pas. Bon, toujours est-il qu'il va y avoir clairement un camp qui va dire c'est dangereux, c'est une fuite en avant, c'est de la folie, et un autre camp qui va dire oui, encore les écolos technophobes, je sais pas quoi, qui en plus ils vont sortir des arguments humanitaires, qui vont vouloir laisser les Indiens mourir de chaud et les Pakistanais noyés dans des inondations et que sais-je, et les agriculteurs faire faillite. Donc ils vont nous sortir ces arguments-là, et pour arrêter tout ça, il faut commencer à se procéder. Bref, je vois bien gros comme une maison. Surtout si le changement climatique commence à être vraiment, enfin, provoquer des morts à grande échelle. Je ne sais pas si c'est fin des années 20, début années 30, j'en sais rien. Je vous ai dit, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'incertitudes. Toujours est-il que ce débat, il va commencer peut-être à survenir, sachant que quand bien même ça devait résoudre le problème, ça devrait résoudre le problème du climat, ce qui est loin d'être sûr, ça ne résout pas le fond du problème, qui est la dégradation de la biosphère et ce système complètement fou de croissance infinie, de franchissement de limites planétaires les unes après les autres et de fuite en avant. Alors je pense à la fois pour des raisons, des pressions environnementales, mais aussi non environnementales, des questions culturelles, économiques, financières, que sais-je, que la richesse, appelons ça le PIB si on veut, va continuer à plafonner, éventuellement décroître, et ce, malheureusement, du moins dans un premier temps, de manière plutôt involontaire et subie. Donc fuite en avant, addiction à la croissance, on ne veut pas le voir. L'extrême droite va promettre de faire revenir la croissance, l'abondance, va peut-être gagner les élections. Bon bref, on en a encore pour un moment avec ce truc jusqu'à réaliser que ouais, effectivement, là quand même, ça fait 20, 30 ans qu'il n'y a plus de croissance, on voit qu'on est en décroissance. Peut-être qu'on va truquer les statistiques, j'en sais rien, pour commencer à dire mais non, regardez, tout va bien, il y a encore de la croissance. Mais enfin bon, bref, on ne sera pas dupe, mais ça va prendre un moment pour faire notre deuil, malheureusement. Et donc ça repousse la réflexion sur planifier ces choses-là plutôt que les subir. Bon bah, malgré tout ça, je pense que quand même, entre cette présentation et d'autres exposés que j'ai pu faire précédemment, d'autres posts, même si je ne suis pas forcément dans la période la plus joyeuse en ce moment avec la morale d'acier, parce que bon, voilà, la situation notamment en termes d'eau est assez catastrophique au niveau mondial, pas qu'en Europe, allez voir en Tunisie par exemple, une sécheresse qui est vraiment déjà assez grave alors qu'on est qu'en avril. Bref, pas qu'en Tunisie, loin s'en faut. Malgré tout ça, effectivement, des raisons quand même d'essayer d'en sortir par le haut. Les ENR, j'en ai parlé, la sobriété, j'en ai un petit peu parlé, j'en parle souvent.
c'est à notre disposition. Il y a plein de choses à faire. Encore faut-il une action politique, pas juste des injonctions à être plus écolo auprès des citoyens. Ça ne marche pas. C'est des mesures politiques qu'il faut prendre démocratiquement. La régénération des sols, la régénération doit être d'ailleurs le paradigme des siècles à venir. Là, on est dans une tendance à la dégradation des écosystèmes, donc qu'il faut inverser. Régénérer les milieux aquatiques, régénérer les sols. J'en ai parlé dans la semaine, enfin, il y a 2 semaines dans la présentation sur le système alimentaire. Côté démographique, bah, le planning familial qui marche. C'est pas la peine de faire d'avoir des mesures répressives, dictatoriales, totalitaires pour diminuer la population. Ce n'est pas éthique et en plus l'histoire montre que ça ne marche pas, comme je l'ai suggéré dans l'épisode numéro 1 de Collapse ou pas collapse. Donc voilà, le planning familial ça marche. Même en Afrique, je le vois, beaucoup de pays passent de 6 à 4 enfants par femme, donc ils sont en train d'amorcer leur transition démographique, comme l'a fait l'Asie, un pays comme le Bangladesh qui est passé de 6 à 2 enfants par femme en à peine 30 ans, il me semble. Et c'est pas sûr que ça s'arrête là, il se peut qu'il passe en dessous de 2 enfants par femme. Donc le taux de fécondité mondial est de 2,3 enfants par femme et ça se passe plutôt de manière consentie. Quand je dis plutôt, c'est que aussi, alors oui, effectivement, les femmes et les hommes s'émancipent, font moins d'enfants, la vie urbaine généralement nécessite moins d'enfants pour travailler la terre, mais il y a aussi quand même une partie subie, c'est-à-dire la précarité, notamment la nouvelle pauvreté urbaine, des bidonvilles, la difficulté à assumer les charges que représentent les enfants qui fait que les gens renoncent, aussi le manque de services publics, de crèches dans beaucoup de pays qui fait que les femmes renoncent à avoir des enfants pour se consacrer à leur carrière. Donc bon, bref, tout ça, beaucoup de raisons qui font que la fécondité diminue et que si elle continue ainsi de diminuer, la population devrait quand même être limitée, donc on sera moins nombreux à avoir affronté les difficultés. L'émigration, voilà, les populations vont devoir bouger, quoi. Ça, on le sait, ne serait-ce que des zones littorales qui vont devoir rentrer plus dans les terres, mais aussi des territoires qui risquent de devenir inhabitables et dont les gens vont bouger plutôt dans le territoire d'à côté qui reste habitable, peut-être plus loin. Bref, ça risque d'être un beau challenge. Allez, je m'arrête là, j'espère que vous avez apprécié, ce fut long, je ne prévoyais pas de faire, là on est à 1h21. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi en commentaire, nous sommes là pour débattre également, pour nourrir votre réflexion. Euh, j'ai aussi un Tipeee, n'hésitez pas à contribuer si cette présentation vous a plu, un Tipeee pour faire du crowdfunding et me rémunérer modestement pour le travail que représente ce partage d'informations et ces présentations, les posts, etc. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.